Et Yumina, on se retrouve tous aujourd'hui pour un nouveau top 5. Donc c'est à mon tour Shurikiba d'en faire un aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous faire un top 5 des morts les plus marquantes de l'histoire du shonen Neketsu. Donc évidemment cette vidéo risque de en spoil quelques-uns. Ceux qui n'ont pas suivi les animes ou les mangas dont je vais vous parler. Donc je vous invite à ne pas la regarder. Les autres vous pouvez rester et ensuite me donner votre top 5 en fin de vidéo, en commentaire pardon, et vos ressentis sur mon top, etc. Donc c'est parti, on y va, here we go. Numéro 5, je vais vous parler de la mort de Pakunoda. C'est l'une des morts qui m'a le plus marqué. Pas parce que c'est une mort spectaculaire, loin de là, c'est une mort vraiment banale, il n'y a pas de combat, pas d'effusion de sang, pas de... Mais justement, le combat il n'est pas physique, mais il est vraiment psychologique. Je vais m'expliquer, c'est que Kurapika, en scellant le nen de Pakunoda, il lui a vraiment dit en gros, tu donneras aucune information aux autres, aucun contact, etc. Et il a enfermé le chef de la brigade fantôme, entre guillemets, il l'a mis dans une bulle, il n'a plus le droit d'approcher les membres de la brigade. Donc vraiment Pakunoda va avoir une vraie réflexion, elle va avoir un vrai trouble psychologique, un vrai combat, elle va se demander si elle va partager les informations avec ses camarades, sa famille, puisque c'est vraiment une famille. Elle va se demander est-ce que je partage au risque de mourir, elle se sacrifie, en fait elle va se sacrifier pour pouvoir faire revivre la brigade fantôme, la faire avancer. Elle ne veut pas que la brigade fantôme s'arrête, elle ne veut pas que leur objectif et leur vie s'arrêtent à tous, puisque vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose de différent, parce que Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter, il a vraiment cassé les codes, il a vraiment inventé une nouvelle sorte d'antagoniste, parce que les antagonistes là finalement, nous-mêmes on va se poser la question, on va se dire, est-ce que vraiment ils sont méchants quoi, est-ce que vraiment ils sont comme nous, ils ont une âme, ils ont un cœur, ils ont une famille, finalement ils veulent juste faire leur objectif, ils veulent juste continuer à vivre et en famille, ils ont vraiment une réflexion, ils sont pas juste comme tous les antagonistes classiques des shonen. Ils ont les antagonistes classiques, c'est juste ils sont cruels, ils ont un objectif, ils tuent tout le monde sur leur passage et ils ont vraiment pas d'âme et souvent on ne les aime pas, enfin si on les aime c'est juste par chara-design, leur chara-design nous intéresse, leur physique et non par leur façon de penser, etc. On est vraiment attaché, ou en tout cas très brièvement. Alors que là, Togashi, vraiment, il donne une certaine profondeur au personnage. On arrive à s'attacher. Et puis finalement, même au bout d'un moment, on va se dire, est-ce que ça serait pas Kurapika qui serait en train de devenir méchant en essayant de tuer à tout prix tous les membres de la brigade? Parce que finalement, les membres de la brigade, ils ont vécu avec la mort au jour le jour. Quand ils étaient enfants, tous les jours, ils se demandaient s'ils allaient rester en vie ou pas. Ils ont lutté, donc c'est devenu quotidien pour eux la mort. Et c'est devenu banal. Donc pour eux, la vie des autres n'a pas d'importance, ou très peu en tout cas, tant qu'il c'est pas dans la brigade fantôme. En tout cas là je suis en train de m'égarer, donc voilà, je voulais vous parler de la mort de Pakunoda. C'est l'une des morts qui m'a le plus fait réfléchir et m'a vraiment fait un pic au cœur quand j'ai vu cette scène. Numéro 4, la mort du Vogue Mary. Alors oui, vous allez me dire, le Vogue Mary, c'est pas un personnage, mais vraiment dans One Piece c'est vraiment un personnage à part entière. Il a vraiment une histoire, il a vraiment un début, il a une fin, et il a une mort aussi. Et quelquefois il parle, et quelquefois il se répare lui-même. Donc le Vogue Mary, qui n'a pas eu une petite larme en voyant le bateau brûler? Qui? Je le mets au défi, même le plus. Vous me ramenez Schwarzenegger, il a pleuré en voyant ça. Schwarzenegger, il me l'a dit la dernière fois, il a pleuré en voyant ça. Non, trêve de plaisanterie, franchement, le Vogue Mary, il a vraiment une âme. On peut dire qu'il a une âme, parce que quelquefois il parle, quelquefois il se répare lui-même, il s'est réparé lui-même.
il est venu les chercher quand ils étaient en difficulté juste avant sa mort pour les aider à s'enfuir. Et puis aussi ce qui a été amené Oda, il a ramené l'histoire aussi, Wogmeri, l'attachement par rapport à Usopp. Il a entré dès le début. Usopp était très attaché. Il a fait une histoire il a fait un combat contre Luffy pour pas perdre son bateau. Il a vraiment fait, en fait c'est par le biais d'Usopp que vraiment on s'attache au bateau. Et Oda a complètement réussi son pari. On s'attache complètement à cet objet, puisqu'au final c'est juste un objet, c'est juste un moyen de transport, un bateau. Et au moment de sa mort, on voit Luffy qui se remémore, puisque le Wogmeri, là depuis le tout début, il a vraiment depuis le début, il était là avant Sanji, avant plein de personnages. Et vraiment, le Wogmeri est un membre de l'équipage à part entière. Il les a transportés, il les a aidés à avancer. Il a volé, il a atterri dans l'eau. Il a fait le bateau. Il a traversé plein d'intempéries. Vraiment le bateau. Et quand c'est l'heure de dire au revoir et qu'on se rend compte que plus jamais ils vont naviguer sur ce bateau, bah c'est là qu'on a vraiment, on se dit waouh, mais Oda il est vraiment fort. Il arrive à nous ramener, à nous faire. C'est que je sais pas, il a réussi son pari, mais au complet on est vraiment triste. Franchement c'est la tristesse qu'on ressent à ce moment-là. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et on est triste pour l'équipage et pour tous les comment expliquer. Bon, on est triste pour l'équipage et on est triste pour l'aventure, pour la suite du manga. Et donc voilà, je tenais à le mettre absolument parce que c'est vraiment l'une des morts qui m'a le plus attristé. J'étais vraiment pour vous dire, je voulais même pas qu'il y ait un autre bateau pour le remplacer. Et quand j'ai vu le Sonico, je me suis dit mais c'est de la merde. Concrètement, je me suis dit c'est de la merde. Il n'arrivera pas à atteindre le niveau du Meri, le flow qu'il avait, le Meri. Bon, après au final on s'y fait. Et l'âme du Meri est toujours dans le Sonigo. Je me dis ça pour me rassurer. Donc on passe tout de suite au numéro 3. Numéro 3, la mort de César Zeppeli dans la partie 2 de JoJo's Bizarre Adventure. Alors, par où commencer tout simplement? Alors déjà, je tiens à dire que César est l'un des personnages que j'affectionne le plus dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. C'est vraiment un guerrier, l'esprit de vaillance, l'esprit combattant que j'aime beaucoup chez ce personnage-là. Et c'est vraiment dans sa mort que l'auteur a complètement respecté ses valeurs de guerrier, et aussi a respecté les valeurs de Wamuu. Parce que Wamuu, au-delà d'être un antagoniste, c'est un peu comme dans Hunter x Hunter. On s'attache vraiment à ce personnage-là, on arrive à l'aimer, contrairement à Cars qui est vraiment lui le méchant de base, le badass, qui est prêt à tout, à sacrifier, à mettre des couteaux dans le dos pour avancer. Alors que Wamuu pas du tout, c'est vraiment un guerrier qui garde ses valeurs, qui même dans le combat reconnaît ses adversaires en tant que vrai combattant et se donne à fond pour les tuer. Et même moi j'en veux pas du tout à Wamuu d'avoir tué César, parce qu'il a respecté ses valeurs jusqu'au bout. Et vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est que à l'ancienne, déjà à savoir JoJo, la partie 2, c'était fin des années 80, début 90. Et à l'époque, les auteurs, ils avaient vraiment un certain savoir-faire. Ils avaient vraiment le doigté, le toucher, tout ce que vous voulez, pour faire des morts un peu spectaculaires, guerrières. Et vraiment, on est là, on lit notre manga, on est là, waouh. Ou bien on est devant notre anime, avec l'anime aussi de la mort de César est complètement ouf, parce qu'on a vraiment l'OST derrière, la musique qui nous donne les frissons, qui nous donne la petite larme. Et vraiment dans ce passage que j'ai aimé, c'est aussi que César s'est battu vraiment jusqu'au bout. Il savait très bien qu'il était mort, hein. Le mec il s'était mangé je sais plus comment elle s'appelle la technique en français, bon, la technique de la tornade devant de Wamuu.
Donc il sait très bien qu'il est mort, il a les articulations complètement pétées, il a perdu son sang, mais il va jusqu'au bout pour pouvoir prendre le piercing, l'espèce de bague autour de la bouche ou du nez, je sais plus, de Wamuu, pour pouvoir sauver son ami Joseph et lui donner l'antidote du poison. Il va utiliser ses dernières forces pour pouvoir créer une bulle. Et là, Wamuu, il aurait pu très bien détruire la bulle et puis reprendre sa bague. Mais non, il a des valeurs, il s'est dit qu'il s'est battu jusqu'au bout. Donc vraiment, il a mérité d'avoir attrapé cet antidote. Et je vous cache pas que c'est l'une des morts les plus spectaculaires, parce qu'il y a un vrai combat, et c'est vraiment un combat réfléchi ici. Et c'est vraiment lors de la mort de César qu'on est un peu tous choqués, moustillés, on lâche notre petite larmichette, et vraiment l'auteur réussit à nous faire passer plein d'émotions dans cette mort. On passe maintenant à la mort numéro 2. Donc c'est la mort de Shu dans Hokuto no Ken. Par où commencer? Mis à part... on va commencer par le commencement. Shu, c'est un personnage qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Bon, malheureusement, il n'a pas fait long feu, il n'a pas duré très longtemps dans le manga, mais vraiment, il a une certaine écriture qui porte... Tout de suite, on s'attache à ce personnage-là. Vraiment, il est porté sous l'étoile de la bonté, mais il lui arrive que des crasses. Tout au long de sa vie, le mec, il a fait que souffrir, mais continuait à être bon avec les autres, ce qui fait que tout de suite, ce genre de personnes-là, je les affectionne, en tout cas pour moi. Tout de suite, ce genre de personnages, je les porte dans mon cœur, entre guillemets, hein. Bien sûr, c'est qu'un manga. Et donc, pour Shu, comme je l'ai dit, sous l'étoile de la bonté, il a perdu la vue lorsqu'il a rencontré Kenshiro. Il se devait de le tuer, et il a décidé de sacrifier ses yeux pour pouvoir le laisser vivre. Et le pauvre, à cause de Kenshiro, encore une fois, il perd son fils. Et à cause de Lin et Bat, il se fait capturer par Souther et se voit affliger un défi, une épreuve. Il doit porter la dernière pièce manquante de la pyramide de Souther tout en haut de la pyramide et la poser. Le mec est aveugle et il doit faire ça, hein. Donc vraiment, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire aussi, pareil. C'est toujours l'histoire un peu écrite autour. Quand je dis ce personnage-là est bon, mais il lui arrive que des crasses, le pauvre. On se dit le pauvre vraiment. Et à la toute fin, le mec, il arrive au sommet. Souther lui lance des flèches. Pour histoire qu'il souffre encore plus, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Bah oui, bah sinon. Et le gars ouvre les yeux et par magie, la magie de Hokuto no Ken, il recouvre la vue et voit une dernière fois Ken. Parce qu'avant de perdre ses yeux, la dernière personne qu'il avait vue c'était Kenshiro. Et avant de mourir, la dernière personne qu'il a vue c'est Hokuto. Et il faut savoir lire entre les lignes, parce que vraiment Tetsuhara s'amuse à faire ça dans Hokuto no Ken. C'est pas juste un combat, le mec il se lance une flèche, il meurt. C'est vraiment, il y a... Pour lire entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, la dernière personne que j'ai vue avant d'être aveuglé, c'est Kenshiro. Et la dernière personne avant d'être aveuglé à tout jamais que je vais voir, ça va être encore une fois Kenshiro. Et ce que ça veut dire qu'il porte ses espoirs en lui et il croit en lui. Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer, c'est grâce à Shu que Kenshiro va avoir la force, l'envie, la rage de combattre Souther. Bon, de toute façon si vous avez vu ça, je peux encore plus vous spoil, hein, j'en ai rien à foutre. On est là pour spoil, alors je spoil. C'est grâce à ça qu'il va avoir la force de tuer Souther. Donc voilà, cette mort là, je trouve rien d'autre vraiment à ajouter là-dessus, mis à part que moi, vraiment c'est une mort qui m'a, l'une des morts qui m'a le plus touché. C'est pour ça que je la mets en deuxième, parce que vraiment cette mort là,
surtout quand on regarde Hokuto no Ken et qu'on est petit, quoi, on se dit le mec, le pauvre, son fils il meurt, il est aveugle, il se fait marrer à sa gueule, il se mange des flèches, il doit soulever une pyramide, et en plus de ça, c'est vraiment un martyr, c'est vraiment qu'on se dit c'est un martyr, et pourtant avant de mourir il garde le sourire, il garde foi en Hokuto, il mise tous ses espoirs sur lui, il se sacrifie entre guillemets pour que Hokuto puisse refaire régner l'ordre sur la planète, pour parler grossièrement. Donc voilà. Et on arrive à la fin de la vidéo, mais aussi au numéro 1 de mon top, à savoir la mort de Jiraiya Sensei dans Naruto. Alors, Jiraiya, grand personnage, si ce n'est l'un des personnages qui restera à tout jamais charismatique dans Naruto, au risque de me faire des ennemis. Je trouve dans Naruto ces temps-ci beaucoup de personnages ont perdu de leur charisme, mais bon, c'est même pas le sujet. Tout d'abord, pourquoi cette mort m'a touché? Parce que Jiraiya avait une vraie écriture. C'était vraiment le sensei de base, le sensei fort, drôle, attachant, qu'on suit depuis très longtemps Naruto. Même Naruto, c'est l'un des tout premiers mangas que j'ai suivi de A à Z. Enfin pour l'instant à U, on n'est pas encore à Z, de A à U. Et vraiment, quand t'es gamin, tu t'es à fond, tu vois, t'es à fond dans l'histoire, c'est comme si t'y étais, on s'en est vraiment plongé, et au moment de sa mort, on se dit, merde quoi, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, et même il y a un doute qui plane, est-ce qu'on le voit tomber dans les abîmes, et on se dit, non, il est pas mort, moi je me suis dit, non, il est pas mort, Et vraiment, on voit, c'est à partir de là qu'on se dit, il y a c'est plus cette mort, elle sert vraiment à l'évolution de Naruto, il va vraiment évoluer, il va vraiment changer à partir de là, il va goûter à la mort. Parce que c'est pas comme Azuma par exemple. Parce qu'Azuma, réellement, il n'était pas approfondi, le personnage, on le connaissait pas vraiment, on le connaissait que à travers Shikamaru. Et à sa mort, on a suivi encore une fois l'évolution de Shikamaru, c'est plus... À la mort d'Azuma, souvent, à Azuma, on associe Shikamaru. On associe vraiment à la mort d'Azuma, on se dit, ah oui, Shikamaru, c'est là qu'il a fait ça, c'est là qu'il a fait ça. Or que Jiraiya, vraiment, quand on parle de sa mort, on pense tout de suite au combat épique de 1 qu'il a vécu. En plus, on pense vraiment au vécu. Parce que n'oublions pas qu'il s'est fait tuer par un de ses élèves. Et vraiment, il avait vraiment compris le concept. Il avait vraiment... J'allais l'appeler Takamura pour vous dire à quel point je le respecte. Vraiment, Jiraiya, il avait tout compris, le plan de Pain. Il a voulu tout arrêter tout seul. Bon, malheureusement, il s'est fait tuer, il s'est fait avoir. Et ce qui m'a le plus aussi touché dans cette mort-là, c'est aussi voir Naruto triste, etc. Et prendre la relève, genre le flambeau de Jiraiya. Et on puisse connaître un peu plus l'histoire de ses apprentis, etc. Donc j'étais vraiment, en plus Jiraiya, c'était comme si c'était un peu mon sensei à moi, puisque vraiment Naruto, j'ai commencé, j'étais gosse, je rentrais au collège, et au fur et à mesure des années, c'est comme si c'était mon sensei à moi, il m'apprenait à... Bah voilà, il t'apprend je sais pas, il t'apprend à draguer les filles, il t'apprend à t'entraîner, à pas lâcher les bras, etc. Vraiment vraiment un très bon sensei. Donc qui a une mort respectable, parce que oui, sa mort reste respectable, honorable, par rapport à la mort de Neji par exemple, où personne ne réagit pratiquement. Donc voilà, ça reste la mort qui m'a le plus touché. Moi personnellement, tout ça reste subjectif, bien évidemment. Tout mon top là est subjectif, hein. Vous pouvez avoir le vôtre, vous pouvez me dire que ce que je dis est faux, mais moi c'est comme ça que j'ai vraiment ressenti tout ce top. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme je vous l'ai demandé au début, lâchez-moi vos tops, ça c'est avec plaisir que j'essaierai de les lire. Par contre, écrivez bien le nom de tous les mangas avant vos tops, que je puisse voir si vous allez me spoil ou pas, parce qu'il y a certains mangas
que je suis en cours de lecture, donc mettez bien le nom de tous vos mangas avant de citer les morts. Et donc c'est avec plaisir que je discuterai avec vous, je répondrai à vos demandes, et dites-moi si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez, puis vive la vida quoi, kiffez votre life, et on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo. Jana!